Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous venons juste de passer le nombre de 100 participants à la conférence. C'est très très bien. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette conférence ce soir, dont le sujet est évidemment et malheureusement d'actualité puisqu'il est relatif à la crise de la Covid-19. Nous nous étions retrouvés dans ce même cadre il y a quelques semaines pour une conférence sur les élections américaines à l'occasion des Erasmus Days. Vous vous rappelez certainement pour ceux qui étaient présents à ce moment-là. C'est aujourd'hui dans le contexte de notre quatrième semaine internationale que j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Courcel, qui est géographe, maître de conférence à l'Institut universitaire Champollion à Albi et chercheur au laboratoire interdisciplinaire Sciences, Société et Territoire à Toulouse. C'est un laboratoire qui est une unité mixte de recherche du CNRS. Et Thibaut Courcel est également le cofondateur et le co-organisateur des fameux cafés Géo, hein, qui se tiennent à Albi et que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous. Alors, avant de rejoindre la région Occitanie, Thibaut a travaillé au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Sa spécialité de recherche est la géopolitique. Il est d'ailleurs docteur de l'Institut français de géopolitique et il travaille aujourd'hui sur l'identité et la citoyenneté européenne et en particulier sur la répercussion des conflits sur les institutions européennes. Thibaut nous propose aujourd'hui une présentation sur les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 sur l'Union européenne. Et je vais tout de suite lui donner la parole pour qu'il commence son séminaire. Et je le remercie très chaleureusement pour avoir accepté cette invitation. Ça nous fait chaud au cœur. Et nous allons écouter avec intérêt sa conférence. À vous, Thibaut. Bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci au service international de l'École des Mines, Philippe Lours, à Alexis Carrière, et puis aussi à Pauline Saudu de m'avoir invité et d'organiser cette conférence débat. Je suis ravi d'être avec vous, même si je ne vous vois pas. Et même si j'aurais préféré évidemment que la conférence se tienne dans un autre contexte, en présentiel. Le seul avantage, évidemment, c'est que à distance comme ça, nous ne sommes pas obligés de porter le masque. Voilà. Sinon, évidemment, c'est moins convivial. Mais au moins, on en peut quand même organiser des conférences. Alors, donc, comme l'a dit Philippe dans la présentation, je suis géographe, spécialiste en géopolitique. Oui, je collabore aussi j'organise les cafés géo et j'en parlerai peut-être tout à la fin. Il y en a un qui commence dès demain. En fait, on démarre la saison dans les mêmes conditions que ce soir, c'est-à-dire au lieu de faire les cafés géo dans un café albigeois comme on le faisait les années précédentes, nous allons le faire en visio. Voilà, donc demain soir sur les États-Unis aussi, donc sur les clivages communautaires enracinés géographiquement, avec donc sur une analyse des élections avec Charlotte Recoquillon qui fera la présentation. Donc Charlotte Recoquillon qui est géographe de l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8. Voilà, je collabore aussi assez régulièrement à la revue Carto si vous intéressez à l'actualité internationale. Ça fait à peu près 2 ans que j'écris à peu près sur tous les numéros des articles sur des sujets de géopolitique européenne. C'est une revue qu'on trouve dans les kiosques assez facilement. Alors, je vais commencer ma présentation par une carte que vous avez vue à de très très nombreuses reprises. C'est une carte qui s'est imposée, qui fait référence sur l'évolution de la pandémie, de la crise sanitaire, de la pandémie de coronavirus. Alors, c'est une carte qui a été diffusée dès le début de la pandémie. Je crois que dès le mois de janvier, on avait déjà les premières cartes donc qui sont issues de l'université Johns Hopkins, université qui est une université privée américaine située à Baltimore, dans le Maryland.
Donc c'est une carte qui permet de suivre en temps réel la situation de la pandémie dans le monde et qui nous donne une indication sur son évolution, notamment géographique. Les toutes premières cartes, on voyait bien l'évolution de la pandémie en Chine, puis assez rapidement, ils ont changé d'échelle et ont pris en compte cette échelle qu'on a l'habitude de voir, l'échelle du monde, avec ici plusieurs épicentres de cette pandémie. Donc là, en une page, donc cette carte ici, c'est une carte une des plus récentes que j'ai prise pour le diaporama. Elle est du 15 novembre, comme vous le voyez en bas. C'est la situation sur le nombre de morts au 15 novembre. Donc sur le site de cette université qui fait vraiment référence à l'échelle du monde, vous avez aussi des cartes sur le nombre de cas positifs, par exemple. Donc il n'y a pas que le nombre de morts, évidemment. Le nombre de rémissions, etc. Ça permet de suivre en temps réel la situation de la pandémie. Et surtout, on a l'avantage de ce site, c'est qu'en une page, on a accès à toutes les données nécessaires, le nombre de cas, le nombre de décès, la localisation, le déplacement du virus. Donc c'est vraiment pour tout le monde, en particulier pour les chercheurs, une vraie mine d'informations. Donc cette université Johns Hopkins, elle est peu connue en général, mais elle est extrêmement réputée dans le domaine des sciences médicales. Je crois qu'ils ont une vingtaine de prix Nobel dans ce domaine-là. Évidemment, il y a aussi beaucoup de critiques à faire lorsqu'on voit cette carte. On voit bien que l'Europe ici est encore, à l'heure d'aujourd'hui, un des épicentres les plus importants de la pandémie. Dans les critiques, évidemment, il y a la fiabilité des données, puisque ces cartes, elles sont fabriquées à partir des données qui remontent des États. Donc, évidemment, on peut s'interroger quand on voit absolument 0 cas en Corée du Nord. Donc, ce sont des données qui sont parfois aussi centralisées à l'échelle d'un État ou des données qui proviennent des régions. Donc là aussi, c'est une des critiques que l'on peut faire. Par exemple, la France, ça sera un seul gros point rouge, alors que pour l'Espagne, on a plusieurs points, puisqu'on a un point par communauté autonome. C'est le cas aussi d'un autre État décentralisé comme l'Allemagne, où on a un point par Länder. Donc voilà, elle a aussi des inconvénients. Donc toutes les sources ne font pas leur bilan sur les mêmes bases de calcul non plus. Et autre point critique, c'est qu'on a ici des données brutes qui ne prennent pas en compte le rapport au nombre d'habitants. Voilà, pour les quelques critiques. Mais c'est vrai que c'est une carte qui a l'avantage de la clarté et de la réactivité, puisqu'elle est mise à jour en permanence, donc qui l'ont rendue incontournable dans les médias. Donc lorsqu'on observe cette carte, l'Europe est bien l'un des plus gros épicentres de l'épidémie dans le monde, et ce, quasiment depuis le début de la pandémie. Donc aujourd'hui, on est à plus de 300 000 morts en Europe, sur plus d'1,3 million dans le monde, et 45 000 morts en France, à peu près pareil en Italie, un peu plus au Royaume-Uni. Alors, là, il y a des causes multiples qui viennent expliquer cette prédominance de l'Europe, l'insertion de l'Europe dans la mondialisation, la dépendance vis-à-vis de la Chine, l'hypermobilité des Européens, etc. On y reviendra bien sûr. Alors, comme je suis géographe, je vais un peu vous inonder de cartes peut-être ce soir. Dans cette deuxième carte, là on change d'échelle pour se concentrer sur le diatope de l'Union européenne. Alors ici, cette carte permet des comparaisons entre États et entre régions. Alors ici, on est sur le nombre de personnes positives pour 100 000 habitants. Donc le fait d'avoir des données non plus brutes, mais relatives, de comparer vis-à-vis de 100 000 habitants, ça permet de pouvoir comparer les régions entre elles et les États entre eux. Donc, on voit ici, sur cette carte, que toute l'Union européenne est concernée, et en particulier l'Europe du centre, l'Europe centrale, notamment depuis l'Est de la France jusqu'à la République tchèque, à l'exception de l'Allemagne qui est bien sûr concernée, mais moins durement touchée. Et on ne le voit pas sur la carte, mais on le voit dans la légende de la carte. Il n'y a que le Groenland qui ne compte aucun cas recensé.
pour différentes raisons évidentes d'éloignement et de très faible densité de population. Alors ici, je vous ai mis toujours en guise d'introduction quelques dates clés, quelques rappels, notamment pour... donc c'est une chronologie rapide pour montrer aussi la rapidité de l'expansion de la pandémie entre janvier et mars. Donc ici, le 31 décembre l'année dernière, donc c'est l'OMS qui est informé de plusieurs cas de pneumonie dans la ville de Wuhan. 44 personnes sont infectées entre le 31 décembre et le 3 janvier. Le 7 janvier, les autorités chinoises identifient ce nouveau type de coronavirus. 13 janvier, un cas importé recensé en Thaïlande. 15 janvier, c'est la mort d'une première personne à Wuhan, donc un homme de 69 ans. 23 janvier, ça commence à se répandre en Chine. 25 janvier, c'est les premiers cas recensés en Europe, et ces 3 premiers cas sont situés en France, 2 à Paris et 1 à Bordeaux. 30 janvier, l'OMS décrète l'urgence de santé mondiale. Je passe rapidement. Le 11 mars, c'est le moment où l'OMS commence à classifier en pandémie la diffusion du coronavirus dans le monde. 13 mars, l'Europe est désignée comme épicentre et donc ferme ses frontières très rapidement. Le 16 mars, c'est la fin temporaire de l'espace Schengen, avec les dispositifs de confinement qui sont mis en place dans plusieurs États et qui interdisent les déplacements au sein même des États. 2 avril, on passe le million de cas de coronavirus dans le monde et on est déjà à plus de 50 000 morts d'après toujours cette université Johns Hopkins. Je passe peut-être rapidement, je ne vais pas tout vous énumérer, mais pour montrer un peu cette rapidité, le cap du million de morts a été franchi assez récemment, donc le 1er octobre dans le monde. Et on est toujours sur cette phase d'expansion de cette pandémie, dans cette 2e, voire 3e vague pour certaines régions du monde. Donc ici, on a le nombre de cas Covid-19 par continent. Donc c'est la photographie actuelle, le nombre de cas positifs actuellement en millions. Alors c'est toujours un peu difficile là aussi de faire des comparaisons si on prend les continents. L'Amérique, ça comprend à la fois l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, Europe, Asie, Afrique, Océanie. Autres, je ne vois pas trop ce que c'est, à part peut-être l'Antarctique, certainement. Sinon, voilà, vous voyez que ce qui permet les comparaisons, ce sont toujours les pourcentages de la population positive. En Europe, on est à peu près comme aux États-Unis, autour de 2% de la population qui est en moyenne positive au coronavirus aujourd'hui. Donc des chiffres beaucoup plus faibles en Asie, en Afrique. Donc là, ça permet de faire des comparaisons entre les aires continentales. Là aussi, on a des raisons qui tiennent à la fois des considérations géographiques multiples, l'insertion dans la mondialisation, l'hypermobilité, les interdépendances, mais aussi à des raisons culturelles. Par exemple, pour l'Asie, les gestes barrières qui étaient déjà largement utilisés sur, par exemple, la distanciation, voire le port du masque. Ça peut être aussi en raison de régimes autoritaires qui ont plus de facilité à imposer des restrictions, etc. Alors, toujours ici en guise d'introduction, on a des données un peu plus précises sur les 10 pays qui comptent le plus grand nombre de cas confirmés dans le monde. Donc on a ici dans la première colonne le nombre de cas confirmés, le nombre total d'habitants dans la deuxième colonne, et donc le pourcentage de la population infectée, ce qui permet les comparaisons, c'est la troisième colonne. Donc on voit qu'en France, on est à près de 3% de population infectée. Alors, dans cette première partie, nous allons voir, après cette brève introduction, on va rapidement voir quelles ont été les réactions de l'Union européenne et au sein de l'Union européenne lors du début de la pandémie. Donc j'ai mis comme titre « Des réponses nationales à une crise européenne et mondiale ». Donc l'Union européenne qui
en tout cas, qui est apparu vraiment au départ sur la touche. On a vraiment eu l'impression d'un repli national très fort. Une impression de chacun pour soi et de repli national, donc dès le début de la crise, notamment entre les États européens, et un sentiment souvent de solidarité européenne inexistante, ou peu visible en tout cas. Alors, il y a eu beaucoup d'exemples, hein, j'en ai pris un qui avait marqué qui était fortement relié dans les médias, dans l'affaire des masques. Alors, il y avait un sous-équipement tellement flagrant des États européens qu'on a assisté vraiment à une panique, un mouvement de panique dans les 3 premières semaines du mois de mars, avec une ruée sur les masques au niveau des États, ce qui a révélé notamment la dépendance envers la Chine pour tout ce qui est médical, hein, matériel, mais aussi les médicaments. Et donc, une surenchère entre États, avec parfois, comme ici, hein, vol de masques, voire de respirateurs artificiels, et de fortes tensions géopolitiques, abondamment relayées, parfois d'ailleurs largement exagérées, hein, puisque les médias aussi, il y a eu un manque de vérification des sources dans l'urgence, ou parfois le besoin de faire du buzz aussi. Notamment, par exemple, ici, dans cet article tiré du Figaro, où on voit ici la République tchèque qui a soustrait 680 000 masques et respirateurs qui étaient destinés à l'Italie, dans un de ses aéroports. Il se trouve qu'en fait, pour ce cas-là, une bonne partie de ces... En fait, c'était un démantèlement aussi d'un réseau illégal de vente de masques de la part des autorités tchèques. Et dans ce démantèlement, ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de 100 000 masques qui étaient destinés à l'Italie, et pas 680 000 comme indiqué dans l'article. Donc, ils ont restitué ces masques le surlendemain à l'Italie. Il y a eu aussi évidemment de très fortes tensions, pas seulement entre pays européens, mais transatlantiques. Les relations transatlantiques ont été très tendues dans cette période. Il y avait déjà de très fortes tensions, évidemment, avant la pandémie, notamment depuis l'élection de Donald Trump, mais qui ont été accentuées durant la crise. Donc là, je vous ai mis un des exemples qui avaient marqué les Français. L'exemple des masques que la France avait achetés à la Chine, qui étaient destinés à la France, et qui ont été rachetés in extremis au prix fort par les États-Unis sur le tarmac d'un aéroport chinois au moment où ces masques allaient être embarqués pour la France et qui donc ont été rachetés et détournés vers les États-Unis. Alors, dans cette impression de chaos et de capharnaüm, il y a eu heureusement quelques exemples aussi, quelques cas d'exemples de solidarité entre pays européens, mais souvent des exemples isolés, comme le cas ici des transferts de 142 patients français de l'Est de la France, hein, lorsque les hôpitaux ont été complètement saturés entre la mi-mars et début du mois d'avril, donc vers différents pays européens, en premier lieu l'Allemagne, mais aussi la Suisse, Luxembourg et l'Autriche. Mais il n'y a pas eu de coordination européenne, aucune coordination européenne dans cette solidarité. On a vraiment eu l'impression que c'était du cas par cas. C'est pareil donc pour les mesures concernant les restrictions ou les frontières ou le confinement et le déconfinement. Il n'y a pas eu de coordination à ce moment-là entre pays européens, ce qui a généré beaucoup de tensions, de confusion, aussi bien entre États qu'au sein des populations. Donc là, je vous ai mis un exemple avec cette carte, hein, la carte... alors ici, c'était le déconfinement, donc la carte de la réouverture des frontières aux voyageurs internationaux. On voit bien ici que les dates ont été extrêmement variées entre le 3 juin, ou même avant le 3 juin pour certains États, jusqu'à début juillet. Donc au cas par cas, les États ont réouvert les frontières, avec plus ou moins d'ailleurs de restrictions en réouvrant leurs frontières. Par exemple, on voit le 8 juin, République tchèque, réouverture limitée aux ressortissants des pays jugés sûrs.
le Royaume-Uni qui rouvre aussi ses frontières le 8 juin, mais avec une quatorzaine obligatoire, etc., etc. Donc un certain nombre de restrictions. En tout cas, on a une impression de manque de coordination entre États européens, puisqu'ici, il n'y a pas forcément de logique liée aux pays qui sont plus touchés par la crise que d'autres. On voit bien que l'Italie et l'Espagne ont été fortement touchés dès le début par la crise et n'ont pas du tout eu le même réflexe de réouverture des frontières au moment du déconfinement. Donc on peut se poser la question, est-ce que on a eu une remise... J'ai un problème de connexion, semble-t-il. Non, ça a l'air de marcher. On a eu une remise en cause brutale de cet espace Schengen lors de ces premiers mouvements de restriction, de confinement, avec parfois aussi donc, des tensions entre États, des mesures de rétorsion entre États. Par exemple, la Belgique qui, du jour au lendemain, place la France en zone rouge. Et donc, alors que le Thalys... et du coup, alors que la situation en Belgique n'était pas forcément différente de celle de la France à ce moment-là, et la France qui aussitôt place aussi la Belgique en zone rouge, et donc ferme ses frontières avec la Belgique. Voilà. On a eu beaucoup d'exemples de ce genre. Donc c'est pareil dans la situation actuelle. C'est très difficile de savoir pour un ressortissant d'un État sous quelles conditions il peut se rendre ou non dans un autre État européen. Donc là, je vous ai mis une photographie dans cette carte, photographie actuelle pour un Français. Dans quelles conditions les voyageurs au départ de la France peuvent-ils se rendre actuellement dans les pays d'Europe? Vous avez certains pays dans lesquels on peut se rendre sans restriction. Alors c'est une carte qui date déjà d'il y a 2 ou 3 jours, donc la situation peut être déjà évolué, ça peut aller très vite. Des pays où il y a des conditions, bien sûr, soit des tests, soit des quarantaines, et des pays en rouge avec des conditions très strictes. Donc l'espace Schengen, on peut se poser la question, est-ce qu'il est définitivement mort avec cette pandémie de coronavirus? Alors, la réponse est non, bien sûr, puisque d'abord, il faut rappeler qu'à plusieurs reprises, depuis l'instauration de Schengen en 1995, les États ont rétabli des contrôles aux frontières, alors jamais dans une telle mesure, dans une telle ampleur, mais ils ont le droit de le faire, c'est inscrit dans les accords de Schengen, ils ont le droit de le faire de manière temporaire, en le justifiant auprès de la Commission européenne, et généralement pour des questions de sécurité intérieure. En 1995, donc au moment de la création de l'espace Schengen, de l'ouverture des frontières vers les pays voisins, le premier pays qui va à ce moment-là refermer ses frontières à peine quelques semaines après avec ses voisins, ça va être la France, puisque la France va être touchée notamment par plusieurs attentats du GIA à l'époque, et va donc temporairement refermer ses frontières. Je vous ai mis une carte ici de 2015. Là aussi, 2015, c'est une année où plusieurs pays ont rétabli des contrôles à leurs frontières pour différentes raisons. 2015, c'était l'année des attentats terroristes de Charlie Hebdo, puis du 13 novembre du Bataclan. Et donc la France, à plusieurs reprises, va refermer ses frontières au moment de ces crises sécuritaires. Mais 2015, c'est aussi l'année de la crise migratoire en Europe, et donc plusieurs autres États européens vont aussi fermer leurs frontières. On voit dans cet exemple, y compris donc au sein de l'espace Schengen, entre l'Autriche et la Hongrie, par exemple, entre l'Allemagne et l'Autriche, etc. Donc on a déjà eu plusieurs reprises des contournements, mais des contrôles aux frontières, et donc l'espace Schengen qui a été refermé provisoirement. Donc évidemment, tout le problème réside dans le temporaire et donc l'Union européenne cherche à faire pression un peu sur les États en ce moment pour qu'ils réouvrent leurs frontières une fois la crise passée. Ce qui s'est passé après
la première phase de la crise, ce qui se passera certainement après cette deuxième vague. On a par exemple sur le site de l'Union européenne, hein, ce sous-site qui est, vous voyez, Reopen EU, donc, qui propose une vue d'ensemble en temps réel de la situation aux frontières, aussi pour donner des informations aux citoyens européens sur les évolutions en temps réel. Autre situation qui renforce un peu cette impression de chacun pour soi, c'est évidemment celle des restrictions. Ça, c'est une carte sur la situation actuelle, hein, de l'Europe, avec des restrictions donc plus ou moins fortes selon les pays. On voit que ça va d'un très faible niveau de restriction jusqu'au couvre-feu et au confinement, avec là encore de fortes nuances dans les confinements selon les États. Donc qui apparaissent parfois pourtant de la même couleur, hein. On voit ici par exemple tous les États qui ont fait le choix du confinement en rouge, hein, par exemple. On a des confinements qui sont assez différents d'un État à l'autre, même s'ils apparaissent d'une même couleur, avec plus ou moins de restrictions dans les confinements. Pour prendre juste un exemple, la France a décidé dans ce deuxième confinement de laisser les écoles, les collèges, les lycées ouverts, mais de fermer les universités, de basculer pratiquement tout en distanciel. Au Royaume-Uni, ils ont maintenu les universités ouvertes. Donc on a comme ça, d'un pays à l'autre, des choix qui sont opérés, qui sont différents. Donc cette situation diversifiée, elle ne résulte pas, ou pas seulement en tout cas, de la situation sanitaire des États européens, mais bien sûr aussi de choix politiques pour faire face à cette situation sanitaire, et du positionnement des gouvernements, du curseur entre sécurité et liberté, évidemment. On a cet exemple très frappant, hein, entre la Suède et la France, par exemple, qui, si on se réfère au nombre de morts par habitant, la situation est très semblable, hein, dans les deux pays, si on prend le nombre de morts par habitant, mais les deux pays ont fait des choix très différents entre la France qui a choisi le confinement et la Suède qui a choisi de très faibles niveaux de restriction. Alors, je vais aborder maintenant la deuxième partie. Suite à cette première impression de chacun pour soi, et finalement d'Union européenne qui reste complètement sur la touche et qui est un peu débordée par les événements, et finalement de politiques européennes qui ne sont plus respectées. On a vu avec l'espace Schengen, mais il y avait aussi bien sûr les critères de convergence, les critères économiques, les États qui, pour faire face à la pandémie, finalement ne respectent plus du tout les critères d'endettement. J'y reviendrai. On assiste aussi dans une deuxième phase à ce qu'on pourrait appeler un ressaisissement européen par un plan de relance. Donc on va voir un peu quels sont les enjeux ici. Donc comment on peut qualifier un peu ce sentiment de ressaisissement? Alors je vous ai mis cette première carte ici dans cette partie pour rappeler quand même que les difficultés économiques de l'Union européenne étaient déjà présentes avant la crise du Covid, hein. C'était pour pas qu'on tombe dans une version dans une vision un peu idyllique de la situation. Ça, c'est une carte qui date de début 2019, donc avec des données des taux de croissance dans la zone euro et dans même l'Union européenne en général, et des prévisions pour 2019 et 2020. On voit bien qu'on était dans des pays qui avaient une croissance presque atone, et des prévisions assez pessimistes pour 2020. La France, pour 2020, on prévoyait 1,4% de croissance, donc des croissances assez faibles. Évidemment, la situation va être tout autre en 2020, finalement, puisque les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire sont sans précédent, absolument sans précédent, avec une très forte récession qui concerne absolument tous les pays de l'Union européenne,
même les pays qui n'ont pas fait de mesures de fortes restrictions, de mesures de confinement comme la Suède, hein. On voit bien ici que la récession va de moins 4,6% de croissance à moins 11,2% pour l'Italie. La France, en 4e position, avec moins 10,6%, est l'un des pays européens les plus touchés. Donc les pays les plus touchés ici sont vraiment les pays, on le voit sur cette carte, les pays du sud de l'Europe. Ce sont également les pays qui comptent le plus grand nombre de morts dans cette crise. Et on voit ici des pays de l'Europe centrale et orientale qui sont un peu moins touchés, à la fois qui ont été moins touchés par la pandémie dans la première vague et qui sont moins touchés dans la crise économique, mais qui sont malgré tout impactés également. Alors, je vous disais, cette crise économique, elle est sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Si on regarde ici, si on fait une focale sur la France, on voit dans l'évolution annuelle de la croissance, on peut faire une comparaison, par exemple, avec la crise de 2008. Crise de 2008, on a eu moins 3% de croissance à la suite de cette crise. La crise de 2020, liée à la pandémie, elle est à minima 3 fois plus importante. 3 fois plus importante, donc les conséquences évidemment économiques et sociales sont extrêmement fortes. Alors, j'essaie d'accélérer un petit peu peut-être. Donc il y a traditionnellement en Europe une ligne de fracture ancienne entre les pays qui plaident pour une limitation des dépenses et qui refusent tout partage de la dette. Donc ce sont les pays dits frugaux qu'on voit ici sur cette carte en bleu. On a bien sûr l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, l'Autriche et la Suède en première ligne. Et on a d'autres pays ici en jaune-orange qui sont les pays qui prônent un accroissement du budget, notamment du budget de la politique de cohésion. Ce sont aussi pour une bonne part ceux qui bénéficient le plus de cette politique de cohésion, c'est-à-dire les pays ici d'Europe orientale. Et donc ce sont des pays qui prônent pour une non-limitation du budget de l'Union européenne à 1% du PIB. Il faut savoir que le budget de l'Union européenne est limité dans les traités à 1% du PIB. Donc il n'y a pas de ressources propres, ce sont les États qui reversent une quote-part à l'Union européenne. Donc on a cette ligne assez ancienne de fracture, notamment qui complique toujours les discussions sur le budget, parce qu'on arrive toujours à des compromis, mais c'est toujours difficile d'arriver à des compromis entre la volonté des uns et des autres, et c'est quand. Alors ce qui a beaucoup changé avec la crise du Covid, ça va être le basculement de l'Allemagne. Basculement de l'Allemagne, donc on a toujours une division en Europe entre... donc on le voit ici dans cet exemple, c'est celui du plan de relance. Donc le plan de relance, l'Allemagne s'est rendu compte que la situation économique était tellement grave que pour éviter un possible éclatement de la zone euro, il fallait absolument ne plus temporairement respecter les critères de convergence sur l'endettement, et surtout l'Allemagne bascule dans le camp du partage de la dette et propose avec la France, à partir du tout début du mois de mai, va proposer un plan de relance de 750 millions d'euros pour faire face à la pandémie et notamment aider les pays les plus touchés par la crise. Et donc, à partir du début du mois de mai, je crois que c'était le 6 mai, la proposition qu'ont fait en commun la France et l'Allemagne, à partir du 6 mai, va s'engager des négociations, d'âpres négociations entre les 27 États membres de l'Union européenne. Et donc, ces négociations vont durer 2 mois.
et vont aboutir le 21 juillet au plan de relance, ce qu'on appelait le plan de relance, qui est baptisé aussi Next Generation par l'Union européenne. Donc plan de relance de 750 milliards d'euros. C'est à la fois un plan très ambitieux et surtout très novateur, très inédit. Puisque d'abord un plan ambitieux, puisque l'Union européenne s'engage, en plus de son budget habituel, à injecter 750 milliards d'euros dans l'économie des États, notamment des États les plus touchés, que l'Union européenne emprunte. Donc ce ne sont pas les États ici qui empruntent cet argent directement, c'est l'Union européenne qui l'emprunte sur les marchés financiers, avec un remboursement prévu sur une quarantaine d'années, jusqu'en 2058. Et donc ce plan de relance, je vous ai dit, c'est un compromis entre frugaux et les autres, puisque au départ, on voit ici sur ce graphique, au départ, dans le plan qui avait été proposé, Angela Merkel et Emmanuel Macron proposaient que la part de subvention, c'est-à-dire d'argent distribué directement aux États qui en ont le plus besoin, soit de 500 milliards d'euros. Les États frugaux ne voulaient pas entendre parler de cette subvention, c'est-à-dire ici d'une dette, d'un endettement généralisé de tous les États européens. Les États dits frugaux voulaient, eux, et les Pays-Bas en tête, mais suivi aussi de l'Autriche et du Danemark et de la Suède, souhaitaient que ce soit intégralement du prêt aux États, que les États ensuite remboursent ce qu'ils empruntent. Donc il y a eu ce compromis. Finalement, on n'a pas eu 500 milliards d'euros de subventions, mais vous le voyez ici, 312 milliards d'euros de subventions, auxquels il faut ajouter presque 78 milliards d'euros d'aide directe à différents programmes européens qu'on a ici, sur la transition écologique, développement durable, recherche, innovation, emploi, croissance, etc. Et pour l'autre moitié, donc, des prêts aux États qui en font la demande, des prêts facilités, donc, où les taux sont extrêmement faibles par rapport aux taux que les États rencontreraient s'ils empruntaient, eux, directement sur les marchés financiers. Donc ces prêts doivent être, cette part de 360 milliards d'euros, c'est évidemment les États qui doivent les rembourser ensuite à l'Union européenne. Donc voilà pour quelques éléments un peu rapides. Ici, vous avez les principaux points qui sont abordés dans ce plan de relance. Alors, il y a eu toute une dramatisation dans la presse il y a eu 4 jours de négociations. À plusieurs reprises, on pensait que ces négociations n'allaient pas aboutir, que les divisions étaient trop fortes entre États européens. Bon, c'est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Union européenne qu'on ait des négociations extrêmement compliquées qui finissent toujours souvent par aboutir quand même. Donc ici, on vous rappelle aussi vous voyez la deuxième case, les montants en jeu. Donc on a à la fois le plan de relance qui s'ajoute bien sûr au budget pluriannuel de l'Union européenne. On voit ici ce budget pour 2021-2027 qui est de 1074 milliards d'euros. Donc on a les 3 camps d'États qui se sont opposés durant les négociations. Il y avait à la fois le camp des frugaux, on en a parlé, des pays du Sud auxquels l'Allemagne s'est ajoutée, ce qui a vraiment fait pencher la balance, qui eux ont plaidé pour ce partage de la dette, et ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, ces États d'Europe centrale, Hongrie, Pologne, Slovaquie, République tchèque, qui eux étaient plutôt sceptiques, assez réticents au départ, notamment parce que un certain nombre d'États, en particulier les Pays-Bas, souhaitaient ajouter une conditionnalité aux aides et aux possibilités d'emprunt des États, conditionnalité liée à l'état de droit, la démocratie, etc. Finalement, ils ont été assez souples sur ces règles lors du consensus. Donc ça, on en a parlé, 750 milliards d'euros pour la 4e case.
Donc 4 jours, 4 nuits, hein, c'était le record du sommet européen le plus long. Enfin presque, parce qu'il y a eu donc celui de 2000 à Nice. Mais 20 ans après, on est a quasiment battu le record. Et donc la grande nouveauté, c'est que l'Union européenne emprunte à son nom sur les marchés financiers au bénéfice des 27 États membres, avec quelques conditions, et bien sûr un contrôle qui sera opéré par la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne. Et les prochaines étapes, on l'a mis ici, alors ces étapes sont déjà franchies. Le plan de relance doit maintenant être validé par le Conseil de l'Union européenne, c'est fait, ainsi que par le Parlement européen. Il doit aussi, alors c'est pas indiqué ici, il doit aussi être validé par l'ensemble des parlements des 27 parlements des États membres. Hein. Donc ça prend un certain temps, ce qui fait que ce plan de relance que l'Union européenne espérait démarrer dès le début de l'année 2021 ne démarrera sans doute que dans le courant de l'année 2021. Aussi d'inertie. Voilà. Alors, on voit que les principaux pays bénéficiaires, en tout cas pour la partie subvention, hein, les aides, le montant des aides directes, la partie subvention de ce plan de relance, les principaux pays bénéficiaires sont les pays du Sud les plus touchés par la pandémie, donc l'Italie et l'Espagne en premier lieu, qui vont toucher près de 80 milliards ou plus de 80 milliards d'aides directes, 80 milliards d'euros. La France qui arrive en troisième position avec près de 40 milliards d'euros, puis la Pologne, l'Allemagne, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, pour l'instant, ce plan de relance a été accepté, mais n'est pas encore entré en vigueur. Donc, il y a une certaine urgence aussi, puisque les mesures de couvre-feu ou de confinement, dans un contexte social qui se dégrade de plus en plus, sont de moins en moins acceptés par la population. Et on a pu voir de très nombreuses manifestations dans plusieurs villes d'Europe, notamment en Italie. Il y a eu de grandes manifestations à Rome et Naples, ou comme ici sur cette photo en Espagne, à Barcelone. Donc on a pu constater déjà des mouvements d'ampleur à la suite de la crise de 2008. Il y avait eu cette crise de 2008 qui avait engendré, rappelez-vous, le mouvement des indignés, des indignados, dans les pays, notamment donc c'était parti d'Espagne, mais ça avait touché l'ensemble des pays qui avaient été le plus impactés par cette crise économique de 2008. Donc on imagine bien que la crise actuelle pourrait provoquer des mouvements sociaux de bien plus grande ampleur dans les mois qui viennent, après la seconde vague de l'épidémie. Donc c'est aussi dans cette urgence-là que l'Union européenne a pris ces mesures et son plan de relance. Alors le ressaisissement de l'Union européenne, on le constate aussi dans le domaine de la recherche d'un vaccin. Et là encore, on voit qu'il y a eu des mesures progressives et très faibles dans un premier temps. On voit que le 31 janvier, l'Union européenne avait débloqué 10 millions d'euros pour la recherche d'un vaccin, mais aussi la recherche de nouveaux traitements, de tests ou d'autres innovations médicales, dans le but d'empêcher la propagation du virus. Suite à l'expansion de l'épidémie très rapide, on voit que ces montants augmentent. Le 6 mars, 37,5 millions d'euros supplémentaires sont débloqués. Le 4 mai, l'Union européenne et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, organisent conjointement un Covid-ton, sur le modèle du Téléthon, c'est-à-dire que organisent une levée de fonds et vont récolter 7,4 milliards d'euros auprès d'États. Par exemple, l'Allemagne et la France vont donner autour de 500 millions d'euros, l'Afrique du Sud plus d'1 milliard d'euros, l'Union européenne en tant que telle va donner 1 milliard d'euros. Donc toujours dans le but de soutenir la recherche dans le domaine de la santé pour trouver
donc un vaccin. Le 16 juin, elle va débloquer 2,7 milliards d'euros supplémentaires via un instrument d'aide d'urgence pour trouver... donc le but qui est annoncé à ce moment-là, c'est de trouver un vaccin... je vois qu'il y a quelques coquilles dans le diaporama, je suis désolé. Un vaccin dans les 12 à 18 mois, ce qui est un temps extrêmement record, puisque en général, le temps de recherche d'un vaccin, c'est entre 5 ans et 10 ans. Donc en comparaison, les États-Unis ont aussi dépensé de leur côté 10 milliards d'euros, mais en faisant cavalier seul et en se désengageant totalement de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, il y a aussi une concurrence un peu transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis dans ce domaine-là. On voit aussi là une très forte coordination qui renforce ce sentiment finalement de solidarité tardive, mais réelle, entre pays de l'Union européenne, notamment, on le voit dans l'actualité ces dernières semaines, l'Union européenne qui a signé un certain nombre de contrats avec des laboratoires pour précommander des millions de doses de vaccins. Donc, le premier contrat qui a été signé, c'était le 27 août avec AstraZeneca, 300 millions de doses précommandées, achetées. Le 18 septembre avec Sanofi, 300 millions de doses. Le 8 octobre avec Janssen Pharmaceutica, 200 millions de doses. Le 11 novembre, donc tout dernièrement avec BioNTech Pfizer, 300 millions de doses. Et il y a encore des discussions en cours avec d'autres laboratoires comme CureVac ou Moderna pour 235 millions et 80 millions de doses supplémentaires. Au total, l'Union européenne vise l'achat d'1 milliard de doses. L'objectif, c'est ici la mise sur le marché d'un vaccin dès le tout début de l'année 2021, janvier 2021. Et ici, donc, ce qu'il faut retenir, c'est le rôle central de la Commission européenne. Donc, les États ont ici ont fait le choix de ne pas précommander de vaccins État par État et de se concurrencer entre eux, mais de s'en remettre à l'Union européenne et donc à la Commission européenne, à la fois pour négocier les contrats, mais aussi pour la distribution équitable ensuite entre les 27 États de l'Union européenne. Donc là, il y a vraiment ici un rôle de l'Union européenne qui est de nouveau placé au premier plan. Alors, on peut se poser la question aussi, là, comme on est sur une population de l'Union européenne qui est de 448 millions d'habitants, déjà, pourquoi avoir fait appel à autant de labos différents et autant de doses de vaccins? C'est la volonté ici de l'Union européenne à la fois de ne pas mettre, entre guillemets, tous les œufs dans le même panier, selon l'efficacité des vaccins aussi, de faire appel à des labos différents pour avoir des vaccins différents et augmenter les chances de succès, et de commander un grand nombre aussi donc, de vaccins. Alors le but officiel, énoncé par l'Union européenne, c'est aussi de pouvoir en distribuer une partie dans des pays moins développés, en manque de moyens, pour essayer aussi de stopper l'épidémie dans d'autres régions du monde. Donc voilà pour cette présentation. Je crois que j'ai un peu débordé, j'en suis vraiment désolé. Pour aller plus loin aussi, avant de passer aux questions, je vous conseille deux documentaires d'Arte qui sont encore en ligne. Je crois qu'il y en a un qui est encore en ligne pour un long moment, jusqu'à janvier ou février, mais l'autre qui, je ne sais plus lequel des deux, est en ligne encore pour quelques jours, mais plus pour très longtemps. Donc deux documentaires, l'un qui porte sur, vous voyez, Covid-19, le virus ou la vie. La santé publique peut-elle prendre le pas sur l'état de droit? Donc, c'est une enquête qui a été menée entre Allemagne, France et Suède sur les choix opérés face à la crise du Covid-19 et sur leurs répercussions sanitaires, économiques et sociales. Donc là, c'est très intéressant d'avoir cette comparaison entre, je vous l'ai dit, la France et la Suède qui sont complètement à l'opposé, et puis l'Allemagne qui est un peu entre les deux, finalement, dans les choix politiques qui ont été opérés. Donc, un très bon documentaire. L'autre documentaire sur le prix de la pandémie en Europe. Je vous lis le speech. Impitoyable, la pandémie de Covid-19 met en lumière les points faibles de nombreux pays européens, des structures hospitalières affaiblies et mal préparées,
au système inadapté d'assurance maladie qui laisse des centaines de milliers d'Européens sans protection sociale après la disparition de leur emploi. Donc voilà, je vous recommande ces deux documentaires. Donc merci pour votre attention, pour vous assommer de cartes, enfin pour m'excuser de vous avoir assommé de cartes, je vous en rajoute une, mais humoristique cette fois-ci. Donc celle-là, c'est sur les mouvements de panique dans les États du monde. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup Thibaut. Maintenant, alors on va passer aux questions. Je vais donc arrêter la présentation, activer le mode questions. Et si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Thibaut y répondra donc directement. Voilà, je vais commencer à en mettre quelques-unes puisqu'il y en a certaines qui sont déjà apparues. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop long ou trop rapide. J'espère surtout qu'il n'y a pas eu de problème de son. Non, c'était parfait, on a tout bien entendu et en termes de timing, on peut difficilement faire mieux. Voilà, les premières questions arrivent. Alors, sur l'emprunt de ces 750 milliards d'euros de l'Union européenne, alors oui, ça se fera auprès des marchés financiers, mais aussi de la Banque centrale européenne qui intervient également. Mais c'est principalement auprès des marchés financiers. Hein. En fait, l'idée derrière ça, c'est que les États ne soient pas obligés de négocier directement avec les marchés financiers et du coup ne dépendent pas de leurs notes. Vous savez qu'il y a des agences de notation privées hein, qui notent en permanence les États. Sur des critères d'ailleurs qui sont souvent assez opaques sur leur capacité de remboursement de leurs dettes. Donc on en a beaucoup parlé lors de la crise de 2008 et des conséquences de la crise de 2008, des États qui sont notés par exemple AAA s'ils sont considérés comme en mesure de rembourser sans problème leurs dettes, et d'autres qui vont voir leurs notes dégradées, AA, BB, jusqu'à CCC. Donc on a vu que la Grèce avait rapidement dégringolé dans les classements, et du coup ça entraînait un cercle vicieux, puisque un État qui était déjà très endetté, qui rencontrait beaucoup de problèmes économiques, avait de plus en plus de difficultés à emprunter sur les marchés, puisque les taux d'intérêt qui étaient demandés en raison de leur notation étaient extrêmement élevés. Donc c'est vraiment pour éviter ça que l'Union européenne a fait le choix d'emprunter elle-même directement sur les marchés, puisque l'Union européenne, via la Banque centrale européenne, est très bien cotée. C'est-à-dire qu'elle bénéficie d'une note extrêmement élevée sur les marchés, et ça permet d'éviter cette mise en concurrence entre États européens dans les emprunts sur les marchés pour pouvoir faire face à la pandémie. Voilà, je ne sais pas si j'ai très bien répondu. Alors, il faut que je pousse l'écran parce que je ne vois pas tout à fait toute la question. Voilà, la pandémie. Alors, sur la pandémie qui est effectivement qui est partie de la région de Wuhan, hein, en Chine, et qui s'est d'abord répandue dans certaines régions de la Chine avant de très rapidement se diffuser dans le monde. Alors aujourd'hui, elle y est très peu développée. Bon, là, je reprends les explications que j'ai pu lire hein, sur différentes sources, mais c'est ce qui semble l'expliquer ici, ce sont les mesures extrêmement strictes qui ont été appliquées. Alors déjà, les mesures qui ont été employées pour détecter hein, les cas positifs. Et en Chine, on a eu à de nombreuses reprises dans les régions les plus impactées une mise à l'isolement extrêmement stricte des personnes positives, c'est-à-dire qu'elles ont été mises à l'isolement en général dans des stades, dans des lieux où elles étaient complètement confinées, n'avaient pas du tout le droit de sortir, extrêmement surveillées.
Et c'est ce qui semble expliquer. Donc évidemment, c'est aussi facilité par le régime autoritaire chinois, hein, qui permet aussi de prendre des mesures extrêmement strictes, très sévères, dans lesquelles la population... il y a très peu de contestation. C'est évidemment très compliqué avec ce régime-là. Donc ça fait partie des raisons, hein, qui l'expliquent. À la fois une détection très précoce, mais aussi des mesures de restriction extrêmement fortes. Alors, la politique de relance imposée par l'Union européenne n'est-elle pas un nouveau coup dur pour les pays d'Europe du Sud à un moment où leur déficit alertait déjà fortement les FMI, surtout dans le cas de l'Espagne? Alors, oui et non. C'est-à-dire que, bon, désolé pour cette réponse de Normand, mais pour la partie dont je vous parlais de subvention, là, c'est une grande première, puisque ce n'est pas l'Espagne qui va rembourser, ce sont l'ensemble... c'est l'ensemble de l'Union européenne qui rembourse, et donc c'est pour ça que les pays frugaux s'opposaient très fortement au départ à cette mesure-là. Donc ici, c'est une aide finalement apportée des pays les moins impactés vers les pays les plus impactés. Et donc ici, en tout cas pour cette grande partie de ce plan de relance, hein, c'est quasiment la moitié du plan de relance, et donc c'est près de 80 milliards d'euros de subventions vers l'Espagne. C'est pas de l'argent que l'Espagne devra rembourser, ce ne sont pas des prêts ici. Donc là, ça bénéficie pleinement à l'Espagne, comme à l'Italie, comme à la France dans une moindre mesure, etc. Par contre, évidemment, si l'Espagne contracte de nouveaux prêts dans l'autre partie du plan de relance, c'est-à-dire les 390 milliards, si je ne me trompe, je vous l'avais mis dans le graphique, hein, de prêts, évidemment, il faudra que l'Espagne ensuite rembourse cette dette vis-à-vis de l'Union européenne. Donc, dans cette autre partie-là du plan de relance, effectivement, là, ça alourdit encore le déficit et la dette, le poids de la dette de l'Espagne, si l'Espagne contracte, si elle fait le choix de contracter de nouveaux emprunts, de nouveaux prêts sur cette partie-là du plan de relance. Sur l'autre partie, donc subvention, ici, ça n'alourdira pas le poids de la dette de l'Espagne. Alors, je vais lire cette question. Louis se demande où est-ce que l'on trouve tout cet argent pour financer ces plans de secours, des centaines de milliards, est-ce de l'argent réel ou seulement des chiffres abstraits? Oui, bonne question. Bah, l'argent n'est de toute façon pas réel, hein. C'est une grande partie de l'argent, c'est du virtuel. Donc ce sont pas des chiffres abstraits, puisque dans le sens où l'Union européenne qui va contracter, qui va emprunter cet argent sur les marchés financiers, qui va le réinjecter dans l'économie, ça sera concrètement de l'argent que les États vont ensuite injecter dans leur propre économie, notamment pour des politiques sociales, notamment pour des politiques de grands travaux, pour développer l'économie dans différents domaines, le BTP, etc. etc. Donc ça aura une concrétisation au bout du compte, hein, cet argent qui sera injecté dans l'économie. Mais c'est vrai que là, on fait sauter tous les verrous qui existaient jusqu'alors, qui étaient notamment imposés par les États les plus réfractaires à partager la dette, hein, à faire c'est-à-dire les verrous liés à ces fameux critères de convergence, hein, ces critères de convergence qui ont été adoptés en 1992, dans un contexte, il faut toujours se remettre dans le contexte de l'époque, où l'économie allait plutôt bien, en tout cas rien à voir avec la situation actuelle. Donc on avait mis des critères à l'époque, critères de convergence qui ont été adoptés pour la naissance, en vue de la naissance de l'euro, de la naissance de la Banque Centrale Européenne, hein, qui arrivera en 1997, l'euro en 99, puis en 2001, enfin 99 dans les marchés financiers, puis en 2001 dans les porte-monnaies comme monnaie fiduciaire. Ces critères de convergence sont toujours restés les mêmes. Donc c'était ne pas dépenser plus de
de ne pas dépasser 3% du PIB dans la dette annuelle, et dans le cumul de la dette, ne pas dépasser 60% du PIB. Évidemment, là, il n'y a plus aucun État, même les États qui ont été les moins touchés par la crise, mais tous sont quand même impactés, il n'y a plus aucun État qui est en mesure de respecter ces critères. Alors que dans la crise de 2008, il y avait quand même un clivage en Europe entre les États qui arrivaient à respecter ces critères et les autres États qui ne les respectaient plus du tout, et notamment ce que la presse anglo-saxonne avait appelé les PIGS, hein, les pays Espagne, Italie, Portugal, Grèce, etc., dont la dette explosait. Voilà, donc là, le verrou a complètement sauté. L'Allemagne a accepté finalement que ces critères, dans un contexte, donc c'est vraiment le fameux quoi qu'il en coûte qu'avait annoncé Emmanuel Macron dans un de ses discours lors du premier confinement, qui a été appliqué à l'échelle de l'Union européenne. On emprunte une quantité très importante d'argent, chiffrée en milliards d'euros, 750 milliards d'euros, pour vraiment sauver l'économie. Et derrière, le social en répercussion, etc. Alors justement, concernant ce plan de relance, Nathalie se demande est-ce que la Pologne et la Hongrie ne viennent-elles pas de bloquer le plan de relance européen? Donc j'imagine quelles vont être les conséquences de ce blocage s'il est vrai. Alors, il y a eu des blocages de la Pologne et de la Hongrie. Il y a eu des tensions très fortes avec le Parlement européen. Parce que au moment de l'adoption de ce plan de relance en juillet par les États, plan de relance, il y avait eu en fait une sorte de relâchement, on va dire, dans les critères concernant l'état de droit, la démocratie, etc., justement pour que ce plan de relance soit accepté à ce moment-là par l'ensemble des États européens, et notamment le groupe de Visegrad, dont la Pologne et la Hongrie font partie, qui faisaient partie ce que les médias ont appelé les sceptiques. Il y a eu un relâchement, donc les États ont mis une conditionnalité assez faible de respect de l'état de droit pour pouvoir bénéficier de ce plan de relance. Le Parlement européen n'a pas vu de cette manière, c'est-à-dire qu'ils ont voulu mettre au moment de l'adoption du plan de relance par le Parlement européen, ils ont voulu mettre des conditions beaucoup plus fortes. Ils ont en partie... donc il y a eu un bras de fer qui s'est engagé avec la Pologne et la Hongrie aussi, entre le Parlement européen et ces deux pays-là. Sur ces histoires de conditionnalité. Mais ça n'ira pas jusqu'à bloquer, je ne pense pas que ça n'aille jusqu'à bloquer le plan de relance européen, puisque même si les mesures ont été un peu renforcées par le Parlement européen, la Pologne et la Hongrie, normalement, devraient pouvoir bénéficier aussi de ce plan de relance. Alors, beaucoup de laboratoires se sont orientés sur la recherche d'un vaccin, mais peu, ou du moins on entend peu parler, sur la recherche de traitements médicamenteux. Pourquoi? Alors, bonne question. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de la santé, mais parce que là, je vais essayer d'y répondre quand même, même si sans doute la réponse ne sera pas complètement satisfaisante. La recherche de traitements médicamenteux prend beaucoup plus de temps que celle d'un vaccin qui normalement est déjà longue. Je vous ai dit, en temps normal, un vaccin, ça prend souvent 5 à 10 ans. Là, il y a eu tellement de milliards d'euros injectés dans cette recherche de vaccins que ça a été, on le voit, beaucoup plus rapide. En quelques mois, certains labos, en tout cas, prétendent déjà avoir trouvé des vaccins efficaces à plus de 90%. Et on l'a vu aussi c'est aussi pourquoi l'Union européenne au départ a financé les premiers millions d'euros qui ont été débloqués. C'était pas seulement pour les vaccins, c'était aussi les traitements médicamenteux. Ensuite, elle s'est un peu focalisée sur les vaccins parce que c'est une efficacité beaucoup plus rapide, en fait. Donc, il y avait ce besoin de vouloir relancer l'économie, éviter une casse sociale, économique, un effondrement total de la part de l'Union européenne. Donc, c'est vrai que, mais néanmoins, les recherches, notamment dans le programme Horizon 2020, les recherches portent également sur les traitements médicamenteux. Voilà, mais je sais que ma réponse n'est pas complète du tout. Là, il faudrait aller voir des spécialistes de la santé qui auraient des réponses beaucoup plus
beaucoup plus argumenté. Une autre question qui revient dans le domaine un petit peu économique, géopolitique. Pensez-vous que l'Europe est prête à être un peu moins bisounours et moins libérale dans un mode multipolaire protectionniste? Bonne question. Alors, bisounours, je ne sais pas trop ce qui est sous-entendu derrière, c'est-à-dire peut-être le côté manque de puissance, de hard power, de puissance militaire, peut-être le fait de s'en référer surtout à une politique militaire sous le giron de l'OTAN et des États-Unis, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, moins libéral dans un monde multipolaire protectionniste. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une forte prise de conscience des États de leur dépendance très très forte vis-à-vis de la Chine, notamment dans des secteurs très stratégiques. Donc effectivement, de ce point de vue-là, il y a une volonté de vouloir recréer une sécurité sanitaire, sécurité dans le domaine, par exemple, du médicament, dans le domaine médical en général, au niveau européen, c'est-à-dire de mettre effectivement plus de protection et surtout de redévelopper ce qui... Il existe, par exemple, on en entend peu parler dans les médias, mais il y a déjà des coopérations poussées entre États dans certains domaines. Si on prend par exemple mince, je cherche le nom, l'agence de bioéthique à Strasbourg, qui est liée au Conseil de l'Europe, c'est un des organes qui fonctionne très très bien, mais qui s'occupe que des normes médicamenteuses. Donc c'est un organe qui va développer donc toutes les normes européennes qui sont mises sur le marché en Europe, de médicaments, sont déjà développées. Il y a déjà une coordination très forte. Il y a plus, oui, je ne trouvais plus le terme, c'est pharmacopée. Il y a plus de pharmacopée française, de pharmacopée allemande, de pharmacopée. Il y a vraiment une pharmacopée européenne avec des normes communes, avec un fonctionnement, une pharmacopée qui fonctionne très bien aussi à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui se réfèrent aux normes européennes et qui vont demander, acheter même des étalons pour des médicaments qui viennent de la pharmacopée européenne de Strasbourg, etc. Donc ce fonctionnement-là, il faudrait le développer pour la production de médicaments, notamment de médicaments. C'est pas lié seulement à la crise du coronavirus, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des gros problèmes au niveau de l'approvisionnement de certains médicaments, et on avait une liste de plus en plus importante de médicaments où on avait des problèmes d'approvisionnement dans plusieurs pays européens, et on se rendait compte que ça portait notamment sur des médicaments importants, mais qui ne rapportaient pas beaucoup d'argent, etc., etc. Donc, il y a déjà cette prise de conscience dans le domaine médical qui est ancienne, d'un besoin de rapatrier en Europe, donc d'être moins libéral et d'être plus protectionniste dans ce domaine-là stratégique. Et je pense que les États l'ont vraiment compris. On l'a vu au moment des problèmes de masques, puisqu'il n'y avait plus de masques qui étaient fabriqués, ni même des choses de base, de produits vraiment de base, qui n'étaient même plus fabriqués en France, mais qu'on dépendait complètement de la Chine pour ces produits-là. Donc j'espère en tout cas que l'Europe effectivement sera moins de ce côté-là, moins bisounours et moins libérale et plus protectionniste, en tout cas dans le domaine médical. Justement, alors restons là dans la géopolitique. Est-ce que cette crise du coronavirus est en train de créer une nouvelle donne géopolitique du fait que les institutions internationales ont du mal à se faire entendre et agir ensemble? Demande Laurette. Oui, tout à fait. Nouvelle donne géopolitique. Alors, encore une fois, c'est pas seulement lié à la crise du coronavirus. Il y avait déjà une nouvelle donne géopolitique qui était de plus en plus marquée depuis un certain nombre d'années avec la montée en puissance de la Chine, avec ces dernières années le retrait des États-Unis de certaines instances internationales, ou en tout cas leur volonté de jouer un rôle moins important, que ce soit au niveau de l'OTAN, au niveau de l'ONU, etc. Et donc l'Europe qui se trouve face à de nouvelles responsabilités aussi. Donc on voit qu'il y a
il y a effectivement aujourd'hui on assiste de plus en plus à ce face-à-face entre États-Unis et Chine, où l'Europe a intérêt à aussi renforcer son point de vue au niveau justement à faire jouer. On l'a vu par exemple au moment pardon, de l'accord qui avait été passé avec l'Iran sur la possession de l'atome, etc. L'accord sur le nucléaire iranien. Voilà, on a vu que après le retrait américain, bon, l'Europe a essayé de faire face, a essayé de maintenir coûte que coûte cet accord, et donc à faire jouer la multipolarité. Mais c'est compliqué, effectivement. Une nouvelle donne géopolitique, tout ne va pas changer du jour au lendemain, ça c'est sûr, mais on est déjà sur des tendances qui étaient antérieures, mais qui sont... je dirais que ça joue le rôle d'amplificateur, quoi, cette crise, d'accélérateur. Ça accélère des processus qui étaient déjà en cours et qui enfin, on voit bien que les choses bougent, quoi, plus rapidement, en fait. Hein. Alors peut-être est-ce qu'on peut parler d'un avant et d'un après Covid, par exemple, par rapport aux critères de Maastricht et à ces critères qui devaient être respectés coûte que coûte auparavant et qui finalement, du jour au lendemain, semblent complètement désuets? Oui, oui, alors bon, pour ça, très très clairement, oui, un avant, un après Covid, puisque on n'aurait pas imaginé avant que ces critères-là ne soient plus respectés à ce point-là, par exemple, et qu'on puisse justement s'endetter à ce point pour injecter de l'argent dans le système, pour essayer de relancer la machine. Oui, ça risque de mettre en cause toutes les politiques qui étaient de marché, les accords qui étaient passés de libre-échange, par exemple, ou les accords qui étaient en négociation, en cours de négociation entre grandes régions du monde, on va dire. Évidemment, on va, je pense, revenir plus vers des formes de protectionnisme à des échelles plus restreintes, quoi. Voilà. La prochaine question, c'est justement par rapport au plan de relance. Est-ce que les pays contributeurs nets dans le budget européen vont finalement payer le plan de relance pour donc les PIGS? Cet acronyme, c'est Portugal, Italie, Grèce et Spain. Ouais. Bon, j'aime pas trop cet acronyme, bien sûr, parce que oui, il est plutôt... c'est un acronyme qui avait été employé par les tabloïds britanniques en premier lieu et qui était vraiment très très dédaigneux vis-à-vis de ces États et très condescendant. Les pigs, hein, les cochons évidemment. Mais est-ce que les pays contributeurs nets vont payer le plan de relance? Oui, bien sûr. Chacun va bénéficier du plan de relance, mais c'est cette logique de solidarité européenne, c'est-à-dire que les pays qui sont le moins impactés par la crise sanitaire, au final, vont payer beaucoup plus le remboursement de la dette que les autres. Et donc seront contributeurs nets. C'est-à-dire qu'ils vont moins bénéficier de ce plan de relance qu'ils ne vont au final le rembourser, le payer. Donc c'est toute la logique de solidarité, hein, de cohésion, qui existe déjà dans certaines politiques européennes. La politique de cohésion, c'est exactement la même chose aussi, sauf que là, c'est pas le Portugal, l'Italie et la Grèce qui en bénéficient le plus actuellement, ce sont les pays d'Europe centrale et orientale, depuis l'élargissement de 2004, bien que le Portugal, la Grèce et l'Espagne en ont largement bénéficié auparavant. Mais c'est la même logique, c'est une logique de redistribution, une logique finalement de solidarité aussi. C'est pour éviter qu'il y ait une fragmentation avec des différences trop marquées sur le continent européen. Alors, pour revenir sur cette notion-là de PIGS et ce clivage qu'on a vu entre nord et sud, on le voyait très bien dans votre carte. Quand on voit les prévisions de croissance à venir, donc on voit vraiment que les pays du sud vont avoir des taux de croissance très inférieurs. Alors ils seront tous négatifs, mais finalement ils seront bien inférieurs à ceux des pays du nord. Est-ce que ça s'explique tout simplement par le fait que ces pays, et il y avait notamment la Croatie, qui est un pays qui dépend énormément du tourisme,
ces pays sont trop dépendants d'une industrie qui est l'industrie touristique et qui ils n'ont clairement pas pu en bénéficier depuis, ou en tout cas dans une moindre mesure depuis mars, ou est-ce qu'il y a des explications un petit peu plus poussées, un petit peu plus complexes? Bah, vous avez en partie raison, c'est-à-dire que c'est effectivement en partie, ce sont, en tout cas, ce sont des pays qui ont une industrie touristique très développée. Donc la Croatie, évidemment, mais que ce soit l'Italie, l'Espagne ou la France, donc dont une partie de l'économie, évidemment, dépend très largement du tourisme. Mais ce sont aussi des pays qui ont été les premiers, les plus fortement impactés sur le plan sanitaire par la crise, qui ont été les premiers touchés. L'Italie, ça a été le nord de l'Italie, les premières régions touchées. C'était pas les régions pauvres du sud de l'Italie, c'était vraiment les régions industrielles du nord, et donc qui ont adopté les premiers des mesures de confinement extrêmement strictes pour l'Italie, puis en Espagne et en France. Et donc ces mesures de restriction et de confinement ont eu un impact sur l'industrie, sur l'économie extrêmement fort, beaucoup plus fort que dans les autres pays qui ont adopté des mesures plus légères ou plus tardives, qui ont été beaucoup moins touchées, et notamment l'Europe centrale et orientale, par exemple, qui a été pour la première vague beaucoup moins touchée, qui l'est plus aujourd'hui. Mais... Donc les raisons sont multifactorielles, quoi. Il y a à la fois évidemment l'industrie du tourisme qui s'est effondrée, et ces pays-là font partie des pays les plus touchés, puisque ce sont évidemment des pays très touristiques, mais aussi l'économie, l'industrie qui a été fortement touchée, hein, et le fait de rester confiné chez soi pendant de longues semaines, ça a vraiment eu un impact extrêmement fort sur la consommation des ménages, sur évidemment les exportations, les importations au sein de l'État, mais vis-à-vis de l'extérieur aussi, etc., etc. Donc c'est pour ça que ces pays-là ont effectivement des taux de croissance négatifs beaucoup plus bas que les autres, de l'ordre de moins 10%, voire plus de moins 10%. Donc des récessions très très marquées, et la partie subvention du plan de relance, c'est-à-dire la moitié du plan de relance de ces 750 milliards d'euros, justement ça cherche un peu à rééquilibrer ça par rapport aux autres États qui ont été impactés mais moins impactés. D'accord. Alors on va passer à la question suivante qui est très intéressante, c'est les failles révélées par cette crise, donc les achats de masques, la gestion des frontières, est-elle susceptible de créer une prise de conscience politique sur l'intérêt d'une gouvernance européenne renforcée? Si je comprends bien le sens de la question, c'est est-ce que finalement cette crise va nous faire aller vers plus d'Europe? En tout cas, je l'espère dans certains domaines stratégiques, quoi, comme le domaine médical. On a vu les premiers mouvements de panique entre États européens, ou justement sur cette gestion des masques, sur les accusations de vol de masques, etc. Enfin bon, ça a été vraiment... ça a marqué, je pense, à la fois les populations, mais aussi les gouvernements, hein, des États. Et en tout cas, si là, ils n'ont pas pris conscience de l'intérêt d'une gouvernance européenne renforcée dans ce domaine-là, c'était le moment ou jamais. Donc, ce serait vraiment presque suicidaire de la part des États de rester aussi dépendants de la Chine pour tout ce qui concerne la sécurité intérieure, sécurité sanitaire, quoi. Donc oui, je pense qu'il y a eu la prise de conscience liée. Après, il y a une inertie qui est quand même assez forte. Le système est assez complexe, hein, de prise de décision dans l'Union européenne. Chaque prise de décision, c'est le fruit de longs compromis, comme on l'a vu, entre des États qui ne sont pas tous d'accord sur les objectifs, sur les enjeux, etc. Et c'est cette politique du consensus qui fait partie de l'histoire européenne depuis le début, mais qui du coup est source aussi de nombreuses inerties ou de nombreuses lenteurs. Donc je pense que la prise de conscience est liée. Après, tout ne va pas se débloquer du jour au lendemain. Je pense que ça prendra du temps aussi. Bon, maintenant, une question un peu plus d'aspect international. Pour l'UE, la gestion de la crise sanitaire semble bien plus difficile que pour les pays asiatiques qui ont su, pour la plupart, rapidement endiguer l'épidémie. Peut-on penser que l'image de l'Union européenne va être impactée en Asie, et quelles seraient les potentielles conséquences géopolitiques Union européenne-Asie? Sur le
effectivement, donc l'Asie, alors l'Asie peut impacter, oui, encore que aujourd'hui l'Inde fait partie des États où si on prend l'Asie dans le sens Corée, Chine, etc., ok, mais l'Inde est aujourd'hui bien impactée par l'épidémie. Il y a eu aussi des mesures de confinement extrêmement difficiles en Inde. On a vu des populations qui ont cherché à quitter les grandes villes pour rejoindre les campagnes parce qu'avec le confinement et le blocage de l'économie, ça posait des problèmes pour se nourrir, tout simplement. Donc oui, l'Asie est dans l'ensemble moins impactée que l'Union européenne. L'image, je ne sais pas si... Il y a quand même une interdépendance, c'est-à-dire que l'Union européenne, c'est quand même fait partie des clients les plus importants de l'Asie, comme les États-Unis sont aussi un des clients les plus importants de l'Asie. Donc, même si l'image de l'Union européenne est impactée en Asie, c'est sûr que ça renforce leur poids au niveau des prises de décision dans les instances internationales. Après, il y a une interdépendance très forte dans les deux sens, en fait. Si les pays européens achètent moins de produits en provenance de Chine, c'est un impact aussi direct sur l'économie chinoise, etc. Donc l'Union européenne va être impactée en Asie dans une certaine mesure, mais ça ne va non plus tout révolutionner. Quelles seraient les potentielles conséquences géopolitiques Union européenne-Asie? Là, ça répond un peu. J'ai déjà un peu répondu à cette question dans la réponse précédente, c'est-à-dire que je pense que l'Union européenne les pays européens, en tout cas pour certains domaines stratégiques, vont vraiment tenter de mettre plus de protection, tenter de relocaliser en Europe certaines productions dans ces domaines-là, mais il n'y aura pas non plus, je ne pense pas, une révolution du jour au lendemain. Alors la question suivante, c'est ça. On reparle d'économie. Comment l'État peut s'assurer que cet argent soit vraiment réinséré dans l'économie? Est-ce qu'il y a des conditions suite à ces aides ou subventions aux entreprises? Oui, alors là, c'est une question difficile parce que c'est vrai que pour l'instant, il y a toute la question, ça a été beaucoup débattu au Parlement européen, c'est la question de la surveillance finalement de la finalité de ces fonds, de l'usage de ces fonds. Notamment évidemment les pays frugaux, et on les comprend bien, veulent surveiller les moindres dépenses jusqu'au moindre euro, comment cet argent est réinséré dans l'économie, sous quelles conditions, etc., etc., pour éviter aussi qu'il puisse y avoir des dérives, des problèmes de corruption dans certains États, y compris, on l'a vu par exemple, comme il y a pu avoir dans le passé, dans le sud de l'Italie, avec des mafias qui avaient réinvesti, enfin bref, des détournements d'argent, d'aide publique européenne. Donc oui, alors c'est pas comment l'État peut s'assurer que cet argent soit vraiment réinséré dans l'économie, c'est déjà comment l'Union européenne peut s'assurer que cet argent soit vraiment réinséré dans l'économie des États. Je transforme un peu la question, mais c'est un vrai enjeu, puisque on sait que ça nécessite aussi de la part de l'Union européenne de mettre en place les moyens et de mettre en place une bureaucratie qui est déjà existante, mais qui sera encore renforcée. Évidemment, à chaque fois qu'on a ce genre de mesures de renforcement de la solidarité, il y a aussi un renforcement de la bureaucratie derrière pour s'assurer que tout fonctionne bien. On connaît la bureaucratie européenne, notamment dans les projets de recherche européens, par exemple, c'est quelque chose qui est extrêmement développé. Il faut justifier les moindres dépenses, se projeter sur des temps 5 ans, 10 ans, projeter exactement comment on va dépenser l'argent. Bon, tout ça, ça peut bloquer aussi parfois certaines. On voit par exemple dans la politique de cohésion déjà existante qu'il y a une utilisation des fonds qui n'est pas de 100%. C'est-à-dire que dans les États, l'argent auquel les États ont droit n'est pas intégralement dépensé. Par exemple, en Italie, il n'est dépensé qu'à hauteur de 40 à 50%. Donc la moitié de l'argent qui pourrait être dépensé sur projet ne l'est pas pour différentes raisons, et en partie ces raisons de surveillance, de bureaucratie extrêmement lourde, etc., etc. Donc il y a une partie de l'argent auquel certains États ont droit qui retourne à l'Union européenne.
Donc ça sera sans doute aussi un peu le cas. D'accord. Alors, la prochaine question de Frédéric, c'est même si cela fait beaucoup d'argent, 750 milliards d'euros, ce plan de relance peut-il réellement sauver la zone euro? Quand on compare au PIB de chaque État membre, environ 2300 milliards d'euros pour la France, cela peut paraître faible. Oui, c'est pas faux. C'est je vais faire une réponse de Normand aussi encore, mais c'est à la fois. Est-ce que ça sera suffisant? En tout cas, il n'y a jamais eu un plan de relance de la sortie. Si on revient par exemple à la crise de 2008, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été adoptées au sein de l'Union européenne, notamment des mesures vous avez entendu parler du Fonds européen de solidarité, puis ensuite le mécanisme européen de solidarité qui avait été adopté, qui étaient des mesures, des mécanismes de prêt sous conditions. À l'époque, les États, et notamment l'Allemagne, avaient refusé de mutualiser la dette. Donc, l'idée, c'était qu'on prêtait de grandes sommes d'argent, qui étaient à peu près du même ordre d'ailleurs. En 2008, le mécanisme européen de solidarité avait été doté de 750 milliards d'euros, mais c'était des prêts que les États pouvaient contracter et qu'ils doivent rembourser ensuite. Donc là, on est vraiment, il y a une grosse différence et qu'il y a une bonne part là dans ce plan de relance de subvention, la moitié de ce plan de relance. Alors, est-ce que ce sera suffisant? Là, en fait, c'est pas sur quand on parle de 2300 milliards d'euros du PIB de la France. C'est sur ce qui existe déjà et ce qui tourne déjà dans l'économie. C'est toute l'industrie française. Là, on parle d'argent injecté donc pour de l'innovation, injecté pour des infrastructures, etc. Donc, ce n'est pas la même chose non plus. C'est difficilement comparable. Donc, 750 milliards d'euros, donc par exemple 40 milliards d'euros injectés pour la France, pour de l'innovation, etc., c'est quand même un sérieux coup de pouce. Je pense qu'on en verra concrètement les effets dans beaucoup de domaines. Voilà. Alors justement, pour rebondir, est-on capable de faire autre chose que le recours à la dette pour acheter notre croissance? Alors, pour acheter la relance de la croissance, est-on capable de faire autre chose que le recours à la dette? Après, ce qui est important, c'est je pense, dans le autre chose, c'est les objectifs qui sont mis en avant. Dans ce plan de relance, il y a... Alors, s'ils vont au bout des choses, il y a des objectifs, par exemple environnementaux, qui sont beaucoup plus importants qu'ils ne l'étaient auparavant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de cet argent, quelles sont les conditionnalités aussi en termes d'objectifs, qu'est-ce qu'on priorise en fait comme domaine. Et là, c'est pas encore complètement arrêté. C'est encore trop tôt sachant que le plan de relance n'a même pas encore démarré, encore trop tôt pour en voir vraiment concrètement les effets. Mais c'est là qu'on verra si on est capable de faire autre chose, si effectivement l'argent qui est injecté n'est pas seulement pour sauver ce qui existait déjà et relancer une croissance dans l'ancien modèle, ou si effectivement les conditionnalités sont suffisantes pour relancer l'innovation dans de nouveaux domaines moins polluants, plus durables, etc. Donc, j'espère qu'on est capable. Comment? J'espère qu'on sera capable de faire autre chose, oui. Bon, alors, on va prendre une dernière question de Majdoline. Pourquoi n'y a-t-il pas de réponse à la pandémie à l'échelle européenne? Alors, depuis le début de la pandémie, pensez-vous qu'une gestion commune et homogène des États membres aurait été plus adaptée? Alors, pourquoi n'y a-t-il pas eu de réponse à la pandémie à l'échelle européenne? Alors, là, effectivement, si on prend le tout début de la pandémie, puisqu'on a vu après que le plan de relance était une réponse forte, je pense que tout simplement, il y a plusieurs raisons, mais déjà, les États n'ont pas pris la mesure de cette pandémie, ou l'ont pris que beaucoup trop tardivement, c'est-à-dire ils ont réagi beaucoup trop dans l'urgence. Alors qu'il y avait déjà eu des pandémies de coronavirus, d'autres types de coronavirus
Déjà eu d'autres pandémies aussi, comme Ebola, etc. Mais on voit bien ici que finalement, dans ce domaine-là, l'Union européenne était extrêmement mal préparée. Et à cela s'ajoute aussi une dégradation dans beaucoup d'États européens du système médical, du système hospitalier. On en a beaucoup parlé en France, hein, que la suppression d'un grand nombre de lits d'hôpitaux, etc. Donc des économies qui ont été réalisées sur ce système-là. Donc on cherchait un maximum de rentabilité, mais derrière, ça fonctionne tant qu'il n'y a pas de crise, tant qu'il n'y a pas de problème. Ça continue à fonctionner bon an, mal an, bien que depuis des années, en particulier en France, mais dans d'autres États européens, il y avait beaucoup de sonnettes d'alarme qui avaient été quand même tirées dans le domaine médical. Et on voit bien effectivement que ce manque de réponse, c'est tout simplement au départ la panique dans l'urgence, quoi. Les États qui se replient sur des mesures internes, mais des mesures prises parce qu'ils n'avaient plus d'autres alternatives pour ces raisons-là, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas assez anticipé et parce qu'ils n'avaient pas assez investi dans ce domaine-là. Et pensez-vous qu'une gestion commune et homogène des États membres aurait été plus adaptée? Oui, très très certainement. Mais encore aurait-il fallu l'anticiper et la préparer. Notamment, par exemple, les solidarités entre États les moins touchés vis-à-vis des États les plus touchés, ne serait-ce que dans le domaine médical. Tout ce genre de choses n'avait pas du tout été préparé et a été fait complètement dans l'urgence, quoi. D'accord. Donc, je vous remercie. Tous les participants aussi pour toutes ces questions. Maintenant, on va conclure puisqu'on arrive à 1h30 de conférence. Donc, c'était très intéressant. Merci Thibaut. Je vais vous laisser la parole ainsi qu'à Philippe. C'est moi qui vous remercie d'abord. Et puis, c'est vrai qu'il y a un côté frustrant, c'est que je ne vous vois pas. Enfin, je vois Alexis, je vois Philippe, mais je ne vois pas du tout le public. Donc, c'est toujours un peu bizarre. Mais en tout cas, merci beaucoup. Nous étions bien plus nombreux. Ouais. En tout cas, merci pour vos questions et merci encore pour votre invitation pour cette conférence. C'est nous qui vous remercions, Thibaut. Cette conférence a été très suivie, hein. Vous avez vu le nombre de personnes connectées ce soir. C'est remarquable et je dirais que ces personnes sont restées pour beaucoup, hein, jusqu'au bout. Et la dernière question qui a été posée est intéressante parce que finalement, elle permet d'une certaine manière de synthétiser un petit peu le thème de cette conférence, hein. Et donc, je remercie également tous les participants. Et je remercie Alexis d'avoir organisé cette conférence avec Pauline également et d'avoir animé la session de questions. Et puis, mes derniers remerciements vont pour vous, hein. Thibaut, ça a été une présentation de très belle qualité. On a appris beaucoup de choses et vous nous avez inondé de cartes, vous avez dit, mais vous savez, vous avez affaire à un public de scientifiques pour beaucoup et on aime bien les graphes, on aime bien les graphiques, on aime bien les cartes. Donc c'est très parlant et j'ai beaucoup apprécié pour ma part cette présentation. Merci encore et puis espérons à une prochaine fois en présentiel, bien sûr. Oui, j'espère aussi. Merci à vous et bonne continuation pour la semaine internationale de l'École des Mines. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée à tous. Merci. Et bonne soirée.